pense que ce spectacle, il donne bien l'idée de ce que c'est. Ce qui m'a surprise et touchée, c'est la façon dont Michel Didim et Bruno Ricci, ils ont choisi les textes. Moi, j'ai sélectionné je leur ai pas envoyé tout ce que je faisais, j'ai sélectionné des trucs, et eux ont fait leur choix. Et j'ai remarqué qu'ils avaient choisi beaucoup d'audiences où il y avait des fous. Ça m'a frappé. Il y a beaucoup de fous. Oui, alors pour en revenir aux fous, ça m'a touché que ça les marque. Parce qu'ils l'ont fait exprès, ça raconte quelque chose forcément. Leur choix. Moi, j'ai pas voulu intervenir dans les choix qu'ils faisaient. Mais je l'ai remarqué, j'aurais sans doute pas choisi les mêmes du tout. Et c'est tant mieux que ce soit eux qui les fait, eux qui sont extérieurs. Je me dis, moi, je suis trop habituée, j'aurais choisi des trucs plus sanglants peut-être, enfin plus durs, et pour les magistrats. Et enfin bon, là, je trouve qu'ils ont justement fait quelque chose de très intimiste, non, comment on dit, impressionniste, voilà, qui te permet de bien comprendre comment ça se passe, comment un avocat peut parfois être excellent, parfois être minable, parfois se vautrer complètement, comment un prévenu peut péter les câbles en direct, d'ailleurs, parce qu'il n'a pas été préparé avant. Très souvent, parce que ils sont pas débiles, les gars. Je dis les gars, puisqu'il y a très peu de femmes. Et quand on leur explique bien les choses, ils captent très bien ce qu'il faut faire et ne pas faire. Mais là, on le voit dans le spectacle, il y en a un qui devient complètement fou et son avocat dit il insulte tout le monde et tout, il va se prendre, bon, il prend un enferme. Et son avocat le dit, je le connais pas, j'ai jamais vu. Personnellement, de ma longue carrière dans les tribunaux, ce que je critique, c'est le système. Alors les magistrats qui sont, ils sont plus ou moins humains, plus ou moins concernés. De toute façon, c'est leur hiérarchie qui les place là. Donc, s'ils y mettent un juge très sévère, ils savent ce qu'ils font. S'ils y mettent un juge très humain, ils savent ce qu'ils font aussi. Et donc, c'est le système en entier que je trouve très critiquable. Et pas une personne Je pense que les avocats pourraient quand même faire un petit effort pour s'améliorer. Parce que ça va, franchement, parfois ça va pas du tout. Enfin, comme tout le monde s'en fout, c'est pas bien grave. Et c'est ce système qui est dingue. C'est un système de fou. C'est une machine infernale lancée. Et les magistrats, ils sont parfois, je les vois, ils sont épuisés. Comme des hamsters qui tourneraient dans une petite roue, qui sont obligés de continuer. Et alors là où je leur en veux un peu, c'est qu'ils sont quand même des personnes très responsables, ils ne risquent pas à se révolter, ils ne risquent pas le chômage. Et je me souviens, je regrette, il y a quelque temps, plus de 10 ans, plus de 15 ans même, il y avait un magistrat qui s'appelle Hubert Dahl, qui présidait le tribunal de Lyon, qui est un très gros tribunal, et qui avait ordonné qu'il n'y ait pas de juge spécialisé aux comparaisons immédiates. Tous les juges du tribunal devaient tourner. Et surtout, après 20 heures, c'était terminé. Alors, les juges étaient très contents de ça. Et donc, ça a été initié par le syndicat de la magistrature. Donc, un jour à 20 heures, ils ont dit, monsieur le procureur, c'est terminé, on ne juge plus. Alors le parquet a été très étonné. Et qu'est-ce qu'on fait des prévenus qui restent? Vous les remettez en liberté, parce que les gens ne peuvent pas les garder plus longtemps que tant de temps. Sinon, ce serait de la détention arbitraire. Donc, et comme ça, 2-3 jours de suite. Et ensuite, le parquet, le procureur, a trouvé d'autres dérivatifs ou poursuites. Il n'a pas envoyé tant de monde aux comparutions immédiates. Pourquoi envoyer tout ce monde? Et je sais pourquoi d'ailleurs, mais bon. Et je me demande pourquoi cette espèce de révolte ou de mouvement
n'a pas eu de suite? Pourquoi il n'a pas fait des émules? Et pire encore, il y a une circulaire de Marie-Lise Lebranchu, quand elle était garde des Sceaux, qui disait qu'après 20 heures, c'était terminé pour ces audiences. Eh bien, elle n'a jamais été respectée. Plus de 50% des entrées en prison sont dues aux comparutions immédiates. Je pense qu'il doit y en avoir quelques 50 000 par an des comparutions immédiates. La plupart, disons, se terminent en prison, mais pas toutes. Enfin, disons que la punition naturelle de la comparution immédiate, c'est la prison ferme. Je crois qu'il n'y en a pas tellement plus, parce qu'ils ont inventé un truc qui s'appelle la CRPC. C'est le plaidé coupable, comme on voit dans les séries américaines, le plea bargaining. C'est-à-dire on reconnaît CRPC, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Le type reconnaît qu'il a fait le truc, le procureur propose une peine, le type, le prévenu et son avocat voient s'ils sont d'accord, et ensuite c'est à un juge d'entériner la peine. Voilà. Et là, il y en a un peu qui dérivent là-dessus. Mais le nombre est à peu près fixe. Mais c'est vrai que la comparution immédiate reste la plus grande pourvoyeuse de prison. Oui. Il n'y a que 2% des affaires qui vont à l'instruction. Il faut le savoir quand même. Et le reste sont des audiences où on donne aux mises en cause une convocation ultérieure pour venir à une audience plus tard. C'est-à-dire, tu es arrêté, tu es placé en garde à vue, puis le procureur décide que finalement tu ne vas pas passer à l'audience de comparution immédiate cet après-midi, mais tu vas être convoqué pour un autre jour devant le tribunal. Le malheur avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle de non-comparants, c'est-à-dire les gens ne viennent pas à l'audience ultérieure qui leur a été fixée. Voilà. C'est aussi pour ça que les magistrats, les procureurs ont tendance à accentuer un peu les comparutions immédiates, à servir plus des comparutions immédiates, comme ça ils sont sûrs d'avoir la personne